On va enchaîner sur les petites news, on va profiter de ta présence. Alex, tu vas nous parler du tournoi des Indians, donc un tournoi de foot à 7 qui se déroulera le 12 juin sur le terrain Bristaton. Pour s'inscrire, 3 membres Indians dans son équipe et 5 € par personne avec snack et boisson. Est-ce que les informations sont bonnes? Les informations sont bonnes. Voilà, à défaut d'avoir un mondial en juin, on aura la petite mondialette pour les Indians, donc n'hésitez pas à venir, même si des gens ne veulent pas jouer, n'hésitez pas à passer pendant la journée, ça sera cool, ça sera au stadium toute la journée, donc du dimanche le 12 juin, et on sera là, donc n'hésitez pas à venir. C'est un tournoi qui se fait chaque année mais qui avait été suspendu à cause du Covid, hein, c'est ça? Ouais, il y avait trop de contraintes en fait pendant les années Covid là, donc c'était pas jouable pour nous de l'organiser, donc là qu'il y a plus de contraintes, on le refait et va y avoir du monde. Bon bah c'est chouette, il y a déjà pas mal d'équipes inscrites ou pas? Ouais, il y a déjà plus d'une dizaine d'équipes inscrites, donc ce qui est pas mal pour notre tournoi, et je pense qu'on peut arriver à la vingtaine vu qu'on vient de communiquer aujourd'hui. Ok, bon bah super. En tout cas, on vous mettra toutes les infos en commentaire quand Vincent reviendra. J'ai plus le numéro en tête pour les inscriptions. Puisque tu le connais, on les mettra. Voilà, on les mettra en tout cas. Nous, on va essayer de faire une équipe aussi avec le Sporting, parce qu'on joue à 7. Hein. Et du coup, on va essayer de se faire une petite équipe pour aller voir et passer une belle journée avec vous. Et puis jouer au foot tout simplement. Ah, il est l'heure de passer au centre de formation, mon cher Nathan. Et qu'est-ce qui s'est passé dans notre centre de formation et chez les féminines ce week-end? Alors c'est que la saison continue, surtout voilà, on a l'équipe 1 qui monte en Ligue 1, mais on a quand même beaucoup de suspense chez les jeunes et chez les féminines. Donc on va commencer avec le match qui a le moins d'enjeux ce week-end et le moins d'intérêt. Donc c'était le match nul de la réserve à domicile, un partout, face à Blagnac, grâce à un but de Traoré en fin de match, malgré un carton rouge reçu en début de seconde mi-temps. Donc avec ce résultat, la réserve elle conserve sa 3e place, mais reste quand même à 5 points du dauphin Agde, et surtout à 16 points de Alès qui survole le championnat. Ça, ils sont montés, c'est officiel. Oui, donc voilà, pas trop d'intérêt pour la réserve, mis à part de faire un bon classement, et pourquoi pas espérer aller chercher la seconde place avec le peu de matchs qui restent. Match nul inespéré quand même, j'étais au match. Ah, t'y étais ? Ouais. T'en as pensé quoi du coup? C'était franchement, après, bon, c'était une équipe l'équipe alignée entre les 19 qui jouaient leur play-off là, et les pros qui sont en vacances. C'est une équipe pas très habituelle pour la réserve, mais ils ont quand même rien lâché jusqu'à la fin. Ils ont été menés rapidement, ils ont été réduits à 10 ensuite, ils ont rien lâché, ils ont égalisé sur un corner, une tête, et franchement, non, respect aux joueurs, ils ont rien lâché. Ouais, la détermination de cette équipe, et ça fait plaisir aussi, comme on le disait la semaine dernière, une équipe qui avait commencé sa saison avec un peu de difficulté, qui finit quand même voilà, avec beaucoup de points positifs, donc voilà, à suivre pour l'an dernier. Tu m'as dit, il y a 3 mois qui finiraient presque podium en fin de saison, c'était un peu inespéré. Hein, mais après c'est très serré, entre le 3e et le 10e, je crois il y a 4-5 points d'écart, enfin, c'est vachement serré, quoi. C'est sympa ce petit match de 3. C'était où d'ailleurs ce week-end? Pêche David. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont alterné, ouais. Parce qu'ils faisaient la ramée à un moment donné. Ouais. C'est vrai que c'est agréable, ces petits matchs de N3, ça permet de voir aussi des joueurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, ou des mecs consignés pro, donc c'est vrai que c'est toujours sympa. Donc la prochaine rencontre, c'est samedi à 18h sur le terrain de Castanet. Et mention spéciale, moi j'ai été voir la réserve quelques fois cette saison. Il y a un joueur, c'est Gaël Ramal, le capitaine de la réserve. Lui, j'adore ce joueur. Franchement, il joue en 6, il est rempli de vices. Il brille pas par ses qualités techniques, mais il impose un truc, et j'espère le voir en pro un jour. C'est un vrai 6. Il a déjà son chance. Mais c'est un vrai. Non, mais c'est un vrai 6. Je suis d'accord, je l'avais vu. Enfin, je suis allé voir 2-3 matchs et on l'avait déjà noté ici dans l'émission. Il paye pas de mine quand tu le vois, mais c'est un vrai 6 un peu vicieux. À l'ancienne. Ouais, de ouf, de ouf. Et un beau petit pied gauche surtout, ça c'est important. On va passer donc au match en jeu du week-end. Donc c'était les playoffs. Pour on va commencer par avec la moins bonne nouvelle, c'est les U19 qui se sont fait donc balayer par le PSG 6-1. Donc c'est Tim Ray, le capitaine, qui a été l'unique buteur de la rencontre. Donc voilà, c'est une sacrée désillusion quand même, compte tenu de la saison qui a été faite jusqu'à présent, d'avoir fait un non-match comme ça, enfin un match assez difficile. On met en avant quand même le centre de formation du PSG qui est largement au-dessus. Hein. Il me semble qu'il y avait des joueurs qui avaient déjà joué en pro chez les U19 du PSG. Oui. Donc Ismaël Garbi, si je dis pas. Oui, c'est ça. Donc il y a quand même une classe d'écart. Ouais, puis c'est des gamins qui jouent en Youth League aussi, qui ont joué à la Youth League toute l'année. Nous on a joué seulement le championnat de France. Enfin, déjà il y a aussi cette différence là. Bon, déjà ils ont le mérite d'aller en play-off, et on peut quand même les féliciter. Ils ont pas eu de chance au tirage, mais voilà, ils sont tombés sur plus fort qu'eux. C'est quand même une belle expérience aussi pour eux.
On va enchaîner avec les U17. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Qui sont allés arracher leur qualification pour les demi-finales en allant battre le LOSC. Donc Lille avait ouvert le score, mais le TFC avait égalisé avant la pause. Et tout s'est joué lors de la séance de tir au but. Donc les Pichounis iront affronter le PSG. On espère qu'ils connaîtront un meilleur sort que les U19. Et la rencontre se déroulera à Borgo, en Haute-Corse. C'est assez original. Hein. Bah ouais. Donc si vous êtes en vacances en Haute-Corse, voilà. Pour ceux qui ne sont pas revenus d'Ajaccio, peut-être. S'il y en a qui sont restés encore là-bas. Pour ceux qui font encore la montée là-bas. En tout cas, c'est bien pour les U17, la fameuse belle génération qui continue son petit bonhomme de chemin. Enfin, peut-être qu'ils arrivent à accrocher quelque chose. En tout cas, on leur souhaite de tout cœur et on suivra tout ça. D'ailleurs, le match était retransmis. Je ne sais pas si vous avez fait attention, le TEF avait retransmis le match sur leur réseau. Donc c'est bien aussi de leur part parce qu'on peut les regarder comme ça. On va enchaîner avec les féminines, donc la R2. C'était le match à suivre en R2. Et entre le leader Colomiers et donc le dauphin Toulouse. Et elles finissent championnes de R2 puisqu'elles se sont imposées 3-1 à Colomiers. Donc voilà, super bonne nouvelle aussi du week-end. Championne. Voilà. Par contre, pour valider la montée, il faudrait que l'équipe 1 valide sa montée en D2. Ouais, et du coup, on connaît son adversaire à la R1. C'est ça, c'est l'AS Mazères. L'AS Mazères. On a les dates aussi, donc le match aller se jouera le 5 juin à Mazères et le retour le 12 juin à Toulouse. Question géographie, messieurs, pour ceux qui passent le bac. C'est où Mazères ? Ariège. En France. En France. Elliot ? Ouais, en France aussi, ouais. Et sinon, pour ouais, c'est d'Ariège. Ok. C'est la frontière après Haute-Rive. C'est facile. L'Ariège, c'est bon, vous situez ? Et on a les féminines du 19 qui ont fini leur saison aussi. Ouais. Avec 7 points avant-dernière avec Dijon, donc qui ont fait une super saison aussi, hein, puisqu'elles sont parties en phase élite après une super première phase de régionale. La petite déception quand même. C'est la déception, mais il y avait quand même beaucoup plus fort en face aussi avec les équipes des U19 de Lyon, de Paris. Et d'ailleurs, elles se déplacent à Paris sur le terrain du PSG ce week-end. C'est compliqué. Voilà. Je vois le 12 juin, match retour à Toulouse des féminines, et je vois le 12 juin un tournoi Indians au Stadium. Est-ce qu'il y aura quelque chose ou pas, Alex ? Alors attendons de voir où jouent précisément les filles, mais bon, si on est dans les parages, on ira leur lancer 2-3 encouragements pour leur match, évidemment. Bah, ça c'est chouette. Et peut-être qu'elles auront l'honneur de jouer sur peut-être le terrain de la réserve ou peut-être le stadium, on ne sait pas. Même si je pense peut-être qu'il entrave le stadium, comme tu me l'as dit tout à l'heure en off. Elles font une équipe pour le tournoi du coup aussi ou pas On va voir avec elles. Ça pourrait être drôle. Bon, bah, c'est bon pour les résultats. Nathan, merci, t'as été complet. Du coup, presque un bilan positif, hormis les U19 masculins. Une dernière petite news qui est sortie, c'est le TEF. On en a parlé depuis des mois et des semaines de la série Ulysse. Il y a une nouvelle mini-série qui sort, qui s'appelle Tous les deux, ça c'est... Dans les deux. Dans les deux, dans voilà. les deux. Est-ce que tu y es dedans, hein, Alex ? Pas que je sache. Non. Qu'est-ce que t'as pensé d'ailleurs toi de Ulysse, toi qui as participé, parce que nous on a été pas mitigés, mais il y a eu des bons épisodes, d'autres épisodes où on s'est dit l'avis général qui est ressorti d'ici, c'est que c'était pas pour nous, c'était plus pour un grand public pour qu'ils reviennent au stadium. C'est plus pour cibler des gens qui viennent pas au stade, pour les ramener, pour motiver des gens à venir qui sont pas forcément habitués du stadium. C'est vrai que pour le noyau de supporters fidèles, c'est peut-être pas une série qui nous cible à nous. Après, il y a quelques épisodes sympas aussi, ça fait chaud. C'est sympa à regarder, mais voilà. On le regardera pas dans 10 ans en se disant ah ouais, tu te souviens la série Ultraviolet. Du coup, la série Dans les deux qui va sortir, c'est une série originale Toulouse Football Club, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas fait appel à une société, c'est pas des journalistes externes. En fait, je pense que c'est les images, on les voit tout au long de la saison, ils filment l'arrivée des joueurs, les coulisses, les entraînements, les déplacements, donc je pense que ça va être un petit peu un condensé de tout ce qu'il y a eu sur la saison avec les bons moments, donc je pense que on te verra, Alex, je pense. Écoutez les gars, on va enchaîner. On a fait le tour des news, donc on va passer au bilan de la saison. Donc si vous voulez réagir avec nous au 05 61 80 40 40, vous aurez Elliot au téléphone avec sa jolie voix de mec qui passe le bac. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Messieurs, bilan de la saison, je vous propose qu'on fasse un petit tour. Déjà, je vais profiter de ta présence, Alex. Toi, côté tribune, on a déjà un petit peu parlé la dernière fois que tu étais venu. Mais là, maintenant que la saison est vraiment finie, quel est ton bilan côté tribune ?
C'était plutôt sympa. Non, ouais, on a fait une grosse saison en tribune. En plus, sur la fin de saison, on a réussi à remplir le stadium à la fin. Donc, c'est tout bénef. C'est pas tout le monde qui fait ça en Ligue 2, mais même s'il y a montée et tout. Et on espère que ça va perdurer en Ligue 1 maintenant. On va tout faire pour. Mais ouais, le bilan de la saison, en tout cas, il est très bon, hein, que ce soit même au stadium et en déplacement aussi. Il y a eu des gros déplacements. On a vu qu'il y a de plus en plus de gens qui sont pris au jeu des déplacements, qui faisaient pas les déplacements avant, qui sont mis à en faire et qui, je pense, continueront du coup à en faire la saison prochaine. Donc tant mieux, continuons sur cette dynamique et pérennisons le virage Brice à ce niveau-là la saison prochaine. Ça va se jouer sur les abonnements, mais avant qu'on parte sur le bilan, les abonnements, la campagne est lancée. Le TEF a mis un peu plus en avant, je trouve, les groupes de supporters avec des tarifs préférentiels. Côté Indians, du coup, est-ce que pour le moment la campagne est bien lancée ou c'est un peu timide? Très très bien lancée. Je pense qu'on part sur les bases même d'une campagne au moins d'adhésion pour nous historique. Ok. Pour parler un peu dans les chiffres, on a déjà autant d'adhésions que la saison dernière. Sur toute la saison. En moins d'une semaine là? En moins d'une semaine. Ah, c'est top. Enfin, là, on a été pris d'assaut. Ceux qui gèrent ça pour le groupe, ils ont plus de vie. On embrasse Clément et Roman. Voilà, et non, enfin, entre le fait qu'on ait fait une grosse saison, qu'il y ait plein de gens qui soient pris au jeu dans les tribunes, à chanter avec nous et tout, et qui du coup ont voulu concrétiser ça en prenant la carte de membre, entre le fait que le club a fait des tarifs avantageux pour les groupes, donc à l'époque actuelle, forcément, le critère financier, c'est un des premiers critères. Donc les gens, pareil, ils ont profité de ça. Et c'est un ensemble de choses qui fait que là, ouais, on fait une grosse campagne d'abonnement avec le groupe. Ça, c'est cool. T'as pris ton abonnement, Nathan? Ah, pourquoi pas, écoute. Hein. Oxens, est-ce que tu t'es abonné, toi? Je sais pas, ça va dépendre de toutes mes exigences post-lycée. Mais si j'ai la possibilité, j'espère. Pour s'abonner en virage bas de mémoire, c'est 139, c'est ça? Non, c'est rabonnement ça. C'est réabonnement. Ça, c'est les rabonnements. Et nouvel abonnement, c'est 149. Sachant qu'il y a l'adhésion Indians qui est compris dedans. Et ça. Le pack Forza Viola. Après, voilà, il y a pour les gens qui sont abonnés en virage haut ou quoi, enfin, tous les gens qui veulent s'abonner par nous, vous pouvez juste. En fait, il faut suivre le process qu'on a mis sur nos réseaux sociaux. Il y a juste les 20 € de cotisation à payer. Puis après, vous bénéficiez du tarif groupe pour votre abonnement. Vous pouvez payer en 10 fois sans frais sur la billetterie du club. Et vous pouvez surtout choisir votre place n'importe où vous voulez, si vous voulez pas être au cœur de la porte 7, si vous voulez être un peu excentré ou quoi, il n'y a pas de souci, vous pouvez choisir où vous voulez. D'ailleurs, le processus est très bien expliqué parce que pour l'avoir fait il y a 2 jours, faut juste suivre les étapes tranquillement, son petit mail, le petit machin, et tout se fait naturellement. Et du coup, j'en profite pour rappeler que les 20 € d'adhésion qui vont au groupe, ils sont entièrement réinvestis dans les animations qu'on fait au stade. Tous les membres du groupe sont des bénévoles, la plupart des gens le savent, mais c'est important de le rappeler. Ouais. Et du coup, voilà, tous les bénéfices qu'on en tire, en fait, ils sont réinvestis dans les tifos qu'on fait. Et pour prendre un exemple, par exemple, le dernier match de la saison, TFC Nîmes, les animations qu'on a fait, elles nous ont coûté 3 000 €. Ah bah c'est la question que je vais te poser, ouais. Voilà, c'est un exemple avec tous les tifos qu'il y a eu cette saison. Voilà, le dernier tifo, ça nous a coûté 3 000 €, donc je vais laisse faire le calcul de combien d'adhésions ça fait. Donc voilà, si vous voulez Il y a des mecs qui passent le bac là. Donc, si vous voulez voir le stadium vivre et vous voulez voir plus de tifos, et ben ça passe aussi par des adhésions aux Indians. Après bon, il y a aussi quand on va vendre des écharpes, des t-shirts et tout, mais voilà, les adhésions c'est notre source principale base, de revenus et c'est aussi ce qui permet de faire vivre le virage Brice. Ouais, d'ailleurs, ta voiture neuve, elle est super belle. Hein. J'aimerais te dire, franchement. D'ailleurs, quelque chose d'important, c'est pas parce que nous sommes pas en virage qu'on peut pas adhérer aux Indians. Exactement. Si on peut être en balcon, en honneur, en virage ouest et adhérent aux Et Indians. puis même, on peut s'abonner en honneur sud en passant par le groupe. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas communiqué là-dessus, mais quelqu'un qui veut prendre un abonnement en honneur sud, c'est latéral, je crois. Il peut aussi passer par le groupe pour avoir les tarifs préférentiels groupe de supporters. Il y a pas mal de gens qui s'abonnent en tribune latérale, mais qui prennent la carte de membre pour nous soutenir justement financièrement et pour permettre qu'il y ait de nombreux tifos. Il y a eu combien de tifos cette année à peu près, tu le sais ou pas? Il y a une dizaine, non? Un peu moins peut-être. Pas 10, enfin il y a eu aussi des animations à l'extérieur, mais en virage bris, je crois qu'on en a fait 5-6 d'envergure. Ouais. Et après oui, il y a eu aussi des animations à l'extérieur et voilà. Puis il y a aussi des frais... des trucs qui peuvent paraître un peu cons, mais changer les pots des tambours, racheter un mégaphone quand il marche plus, tout ça, enfin, changer les mâts des drapeaux, tout ça, c'est des frais qui peuvent paraître bêtes, mais qui coûtent cher mis bout à bout et qui aussi sont financés du coup par tout ça.
Donc important d'adhérer aux Indians, c'est important d'aller prendre sa petite carte, qu'on soit abonné virage ou pas virage d'ailleurs. Et puis après, comme tu dis aussi, les ventes de matos, moi pour les avoir acheté cette année aussi encore, en plus c'est de la qualité, les t-shirts sont sympas, les écharpes sont cool. Donc n'hésitez pas à y aller, et puis comme ça on pourra encore dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Je t'ai pas accueilli en tant que meilleur capot du championnat, mais j'ai pensé très fort quand même. Le côté abonnement c'est fait, messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Du coup sur le bilan, Oxford, je vais me tourner vers toi. Tu as cité 3 joueurs et un entraîneur. 4 joueurs même. 4 joueurs, alors vas-y, on t'écoute. C'était pour ce fameux top flop de la saison. Alors je vais commencer, je vais pas être très original, mais bon, en top, Branko van den Boomen. Ouais, c'est vrai que t'es pas très original. Ouais. Mais que dire de plus après? C'est une saison stratosphérique pour lui qui restera dans les annales, donc là les stats terminées. 41 matchs, toutes compétitions confondues, 12 buts et 23 passes décisives. Donc si on compte celle un peu litigieuse à Sochaux, pardon. Donc voilà, c'est le métronome du TEF, celui qui a écrasé la Ligue 2, celui qui a guidé le peuple violet pendant toute cette année. Maintenant, le plus gros défi, ça va être de le prolonger. On va voir ce que ça donne. On va avoir un été très animé avec toutes les rumeurs. Mais si ça se fait, ça sera un vrai tour de force. Est-ce que tu es pour le prolonger? Ah oui, clairement. Après, comme on l'a déjà dit, c'est sûr que s'il y a Everton ou un club anglais qui arrive et qui met 25 millions, là, il faudra réfléchir un peu plus. Mais après, tu penses vraiment que quelqu'un peut mettre 25 millions sur 25 millions? Non, mais je dis ça comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que les clubs anglais, ils ont toujours tendance à... Il y a des infos peut-être, on sait pas. À surcoter le prix, donc... Je pense que même à 5-6 millions, ça s'étudie côté TFC. Je pense qu'il part à 5-6 millions. Oh, quand même. C'est un joueur de Ligue 2, on n'est pas non plus en... Regarde Ferrat à l'époque, Ferrat qui finit meilleur passeur. Alors certes, il y aurait quand même une grosse value si c'est ça, mais Van den Boomen a dit, si je me trompe pas en interview, qu'il partirait pas pour l'argent. Donc si jamais il venait à partir, bon, après... Voilà, c'est de toute façon, on va être honnête, on n'a pas d'infos. Le plus important, c'est les 3 points, tout ça. Ouais, on regarde la Miss France là-bas. La spéculation. Alex, toi, tu veux le garder, Branko, ou pas? Évidemment, après la saison qu'on a vécue avec lui, avec son père qui est venu. C'est ce que j'allais dire. Aussi. Et le papa fait le déplacement à Valenciennes et est venu au stadium. J'ai eu son père au téléphone et lui aimerait que Branko reste à Toulouse. Et là, j'ai l'impression que c'est pas lui qui va décider, moi, dans cette affaire. J'ai l'impression que c'est plus le club, les agents qui vont peut-être faire en sorte que ça se fasse ou pas. C'est mon impression. Après, j'ai pas d'infos, au contraire. Après, Vas-y, pardon. Non, je disais, il y a le recrutement de Data. Il avait été recruté peut-être pour être performant en Ligue 2. Il s'appuie sur le taux de performance en Ligue 1 aussi. À voir s'il aura les mêmes taux d'incidence, s'il rentrait dans les critères. Moi, je serais pour le garder parce qu'il représente aussi le foot qu'on aime. Je pense que nous, autour de la table, je pense qu'on s'est jamais autant régalé sur le terrain que cette année, quoi. Peut-être avant, quand on était un peu plus jeune. Ouais, Mbia, franchement, Grégoré, William. Mais voilà, il représente cette combativité, ce côté maestro qu'on n'avait peut-être pas vu depuis Trero, qui avait des coups d'éclat des fois, je sais pas. Ce côté, je sais pas, que tu vas au stade en fait pour voir des beaux gestes et t'éclater, quoi, tout simplement. Donc voilà. Dans l'idée, moi, j'aimerais vraiment le garder. Après, avoir, je pense qu'une offre. Comme je disais tout à l'heure, 5-6 millions d'euros, je pense qu'il ne sera pas tout seul à décider et que le club est là aussi pour faire du bénéfice. Et donc voilà. Tout le monde pense qu'il va rester autour de la table ou pas? Ouais, ok. Bon. C'est pas trop. Hein. Moi, honnêtement, je pense vraiment qu'il va partir. Je sais pas pourquoi. Après, vu la saison qu'il fait, quand même, j'espère qu'il sera en position de force. Quand même, il est confiant de ses forces. Il a fait une année où il a écrasé tout le monde, donc. Si c'est pas lui qui a le choix après ça. Ça reste le football, messieurs. Ouais. Allez, ton deuxième top, Oxens. Deuxième top, le goléador ici, les voyons, qui a réussi son pari pour devenir le meilleur buteur du championnat. Donc c'était annoncé en début d'année et il a réussi. Alors que voilà, je le rappelle, il était totalement inconnu il y a 2 ans, quand il venait de MK Dons. Donc voilà, le joueur s'est rapidement adapté pour devenir le meilleur buteur d'une ligue mine de rien compétitive. Donc voilà, hormis un passage en hiver un peu compliqué, sûrement dû à sa vie en famille, il mérite quand même son titre de Pichichi de Ligue 2. Avec, de quoi Pichichi, ouais. LV2 allemand, hein, c'est ça. Exactement, ouais. Pichichi. Pichichen. Avec 20 buts, du coup, 20 buts marqués sur cette saison, c'est incroyable. Maintenant, à voir ce que ça va donner en Ligue 1. Même question, est-ce qu'il va rester lui? Est-ce que vous le voulez en Ligue 1 déjà? Est-ce que pour vous, il a le niveau de la Ligue 1? Moi, c'est plus ça qui me... Est-ce que pour vous, Rhys a le niveau de la Ligue 1? Ça reste compliqué à juger parce que la Ligue 2, quand même, il y a un sacré fossé avec la Ligue 1 et dans certains déplacements,
c'est un vrai mec de surface, un vrai mec qui est là. Tu sais qu'il ne faut pas laisser traîner 30 ballons dans la surface pour qu'il te mette un but. Mais je sais pas. Par exemple, Ado m'inspirerait plus confiance en 9 en Ligue 1 peut-être qu'il est. Mais je sais pas, je le trouve des fois techniquement un petit peu faiblard. Ado? Non, Rhys. Attention. Pourtant, Rhys. Il est- Si, Ado est faible, enfin, on vient revenir après. Mais techniquement, après, des fois. non, ben, forcément aussi, comme je disais pour Branco, ben, en fait, il n'y a que des mecs bien dans cet effectif. Et lui, c'est vrai qu'il incarne vraiment la combativité. Je me souviens des fois, il faisait du replay défensif, il allait tacler au milieu de terrain. Enfin, c'est vraiment ce genre de joueur. Son deuxième match au stadium, il y a une espèce de gros tacle d'ailleurs, je m'en souviens, parce qu'il y a les médias à mes côtés qui a dit oh putain, ça j'aime bien ça. Non, mais c'est ça, mais tu t'identifies à ce genre de joueurs. En fait, ils font plaisir. On voit qu'ils aiment porter ce maillot aussi. Donc, et aussi, ben voilà, il y a 20 buts dans la saison, c'est énorme. Mais on l'a vu souvent de la Ligue 2 à la Ligue 1, des buteurs. On va prendre l'exemple du deuxième meilleur buteur, Charbonnier, qui à chaque saison en Ligue 1, ça a été des saisons assez difficiles pour lui, qui ont du mal à confirmer aussi. Il y avait, on va dire, il y a peut-être Delors qui avait performé en Ligue 2 et en Ligue 1, qui est devenu un bon joueur de Ligue 1. Mais j'ai pas beaucoup d'exemples de buteurs, de vrais buteurs de Ligue 2 qui derrière confirment en Ligue 1. Après moi, juste par rapport aux joueurs, je trouve avec les saisons qu'il a montrées, il mérite, juste pour lui, il mériterait quand même d'avoir sa chance en Ligue 1. Après, voilà, on met vraiment de côté le côté argent, le côté sportif, est-ce qu'il sera titulaire ou non, mais il mérite d'avoir sa chance quand même pour ce qu'il a apporté. Après, c'est sûr, le foot, c'est pas que des sentiments. Après, s'il faut y partir ailleurs, il sera pareil en première division, en première ligue, mais je lui souhaite, vu le parcours qu'il a eu, parce qu'au final, il a quand même passé dans il a connu une seconde division assez tardive. Je lui souhaite quand même de connaître une première division, que ce soit en France, en Angleterre et surtout avec nous, pour service rendu quand même. Ah oui, totalement. Alex, on parle souvent de joueurs qui, ces dernières années, on trouvait qu'il y a pas mal de joueurs qui n'avaient pas cette identité TEF, qui se battaient pas, qui mouillaient pas le maillot. Je parle des dernières années. Lui, il représente aussi cette renaissance du club avec ce mec qui n'a jamais rien, qui a la dalle et que nous, supporters, en fait, on aime ça, quoi. Exactement, hein, on a envie d'aller à la guerre avec lui de toute façon. Puis après, par rapport à ce que vous étiez en train de dire, moi j'ai envie de dire faut qu'on arrête de douter de lui en fait. Ouais, On a douté de lui quand il est arrivé, on s'est dit bon il va faire des bouts de match, il va rentrer, il va mettre des bois, voilà. Au final il s'est imposé comme un possible titulaire. Là cette saison il a pris les clés de l'attaque, il a fini meilleur buteur du championnat. Laissons-lui sa chance en Ligue 1, peut-être avec un attaquant qui va venir pour le concurrencer, il lui prendra sa place et il mettra ses 15 buts en Ligue 1 et voilà, ciao. Hein. Parce qu'il met 15 buts l'année dernière aussi, si je dis pas de bêtises, ou s'il a Pas pas eu loin, 15, il a 13 10, ou 14. 10, je crois. Que 10 en Ligue 1 Je vais aller Oh, en voir. Ligue 1, en Ligue 2. Je vais aller voir. Ah, tu y es déjà, toi. Ça y est. Ouais, ça y est. Après il avait mis du temps quand même à s'imposer. Ouais, il Début tournait avec de saison, maillot, il faisait ouais. pas mal de Mais il débuts avait de planté match. quand même. Il est plus planté que. Moi, je crois qu'il passe la barre des 10, c'est sûr. Ouais, Je les crois 10, qu'il est à ouais, 15, ouais, entre 10 et 15. Il ouais, a je- 12. sûr. Ouais. En tout cas, cette année, 20 buts, c'est vrai qu'il était bon. Mais vous avez vu Il son a interview. annoncé, il De l'a quoi fait. Il avait annoncé, Ouais, c'est vrai. je finis un meilleur buteur, il l'a fait. Et surtout, est-ce que vous avez vu l'interview de Malik 2 des adversaires de Rissilé? Il y a une interview qui est Ah, j'ai pas eu sortie où, l'occasion de la lire, j'ai vu que c'est où sorti, mais c'est j'ai les pas- j'ai pas- défenseurs, les autres joueurs adverses qui parlent de lui. Et ils disent tous que c'est un mec qui lâche rien, qui est chiant, qu'il faut pas lui Après, laisser ça se 3 voit, mètres, même il y a etc. des matchs où il marque pas de but, mais il fait un travail monstre devant. Ouais, et puis il est vicieux. Il fait chier les défenseurs Il est adverses, très il les vicieux. fatigue, il les use et il libère des espaces pour les attaquants Ouais. qui sont à côté de lui. Et c'est peut-être pour ça aussi que des fois, techniquement, il a un peu plus de mal parce qu'il les donne aussi beaucoup à côté. En tout cas, Rhys, on valide, on aimerait tous le revoir l'année prochaine. Oui, Oxen, c'était la stat? Ouais, la saison dernière, c'est 14 buts. Ah, tu vois. Donc c'était pas trop mal quand même déjà. Ensuite, est-ce que tu as des réactions, Vincent, avant Ouais. qu'on passe à autre chose? Depuis le début, on a donc Mathieu qui nous a lâché ses tops, pardon. Pour lui, c'est Van Boomen, la défense centrale et surtout Spearing. Fred, par rapport à il nous dit c'est le roast beef dans toute sa splendeur, le vrai joueur britannique de la classe populaire. Ouais, c'est pas faux. Fred qu'on embrasse, qui est à Lisbonne en train de visiter, qui a visité le stade de Lisbonne, il m'a envoyé des photos dans l'après-midi, donc je lui passe le coucou. Oxens, d'autres joueurs à citer? Ouais, là j'ai fait un package avec deux pitchouns, avec Nathan Ngoumou et Anthony Rouault, puisque peu utilisés la saison dernière, et pas franchement toujours très rassurant, soyons honnêtes. Ils ont tous les deux pris leur envol cette année, donc voilà, ils sont passés de... Comment dire de... C'est passé un cap, tout Ils simplement. ont passé un cap, mais par rapport à leurs potes Manu Koné, Amin Adli et tout, c'était un peu les recalés de la saison dernière. Dans l'ombre, on va dire, oui. Oui, voilà, un peu plus dans l'ombre. Recalés, je trouve que c'est un peu sévère. C'est sévère, ouais. Mais voilà, ils sont devenus titulaires indiscutables. Et c'est une progression méritée qui montre une fois de plus la qualité du centre de formation du TEF.
tout simplement. Mais c'est des symboles, clairement, de ce centre de formation-là. Au final, tu fais partir des joueurs qui sont censés être tes têtes de gondole du centre de formation. L'année suivante, tu ressors 2 qui sont de nouveaux titulaires, qui font de nouveau la une, qui sont cités parmi les bons joueurs, qui sont sélectionnés aussi dans des sélections espoirs, en espoir. Donc c'est quand même bon signe. Au final, tu vois le nombre de joueurs qui dans les équipes de jeunes formés au TEF. Non, mais Ngoum, oui. Parce que oui, d'accord. Non. Mais du coup, tu as quand même... c'est bon signe, quoi, dans cette fraîcheur-là, ce renouveau, et surtout, ça continue. Puis ils ont vite été rassurants en début de saison. Je me souviens, on avait un peu des doutes sur les jeunes qui arrivaient. Je me souviens de Ngoumou qui marque un doublé, je crois, à Dijon. On est au mois d'août ou de septembre. Et Rouault qui sort jusqu'à sa blessure, qui sort des matchs. À Dijon, t'étais à la plage? Il sort des super matchs, des masterclass à chaque fois, Rouault. Je me souviens, c'était le meilleur joueur du début du championnat. Donc ils ont vite. C'est notre période de moins bien. Ils ont vite rassuré en fait, et c'est ça qui est bien. Après, ils ont fait une saison correcte. Et Ngoumou sur la fin, il s'est peut-être un peu éteint. Je pense avec la fatigue et puis les efforts qu'il fait dans les matchs, les allers-retours sur le couloir. Donc voilà, ça c'est mérité aussi de les mettre en avant parce qu'ils ont fait une sacrée saison. Tout le monde est d'accord. Alex, quelque chose à ajouter? Des pitchouns qui font ça fait plaisir. Il y a un recrutement data dans lequel on arrive à se reconnaître quand même parce que les joueurs s'identifient vite au club, mais il y a aussi les jeunes qui sortent du centre de formation, donc forcément l'identité du club est là et on s'y reconnaît dans cette équipe entièrement, quoi. Pour le moment, le projet est cohérent de cette manière. Il l'avait annoncé aussi, le président, qu'il y aurait des jeunes qui seraient présents, et pour le moment, c'est le cas. J'ai une petite question justement pour Alex. Tu sens un attachement différent des joueurs vers les supporters, vers le club, entre les recrues, justement, ces jeunes qui sont formés? Tu sens que c'est quand même la même manière d'aborder, le même amour du maillot? Bon, après, dans le lien qu'on a avec l'équipe, quand même, cette saison, on a vu que, je pense, quelque chose de sans précédent. Enfin, le premier réflexe des joueurs, maintenant, qu'après une victoire, c'est de venir la célébrer. On a vu des célébrations devant le virage qui duraient de longues minutes. Même à l'extérieur, la même chose. Et enfin, même quand ils perdent, ils viennent nous voir et tout. Enfin, ça n'a pas toujours été comme ça, et ça a surtout jamais été, je pense, à ce niveau-là. Hein. Ils ont pris le micro 3-4 fois en plus. Ouais, voilà, Bafos ont pris le micro, Rouault l'a fait aussi. Attends. Non, et puis même, je sais plus après quel match où on avait une réunion avec la direction où le président Comolli nous disait, mais moi j'étais dans le couloir, j'attendais les joueurs, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, ils étaient en train de célébrer avec le virage, quoi. C'est bon ça. Comme quoi. Non, on a vécu des belles communions, quoi, ça fait plaisir. Et puis c'est des joueurs très 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 humbles, hein. Enfin, c'est ce qui renvoie, quoi. C'est vraiment, on a l'impression que c'est vraiment un groupe qui en a un plus que l'autre. Enfin, c'est vraiment des mecs bien, ça se sent, quoi. Même dans les célébrations de but, dès qu'ils marquent devant le virage, et leur premier réflexe c'est de célébrer avec le virage. À l'extérieur, souvent ils sont venus célébrer devant les parkages. Enfin, c'est un réflexe naturel sur les buts, quoi. Je vais pas faire un geste à la con devant les caméras pour me montrer ou quoi. Je vais célébrer avec les supporters qui sont là en parkage. C'est spontané. Et franchement, c'est des choses qui font qu'on se reconnaît dans cette équipe. Et c'est pas calculé, ouais. C'est comme tu dis, c'est spontané. C'est vrai que ça change des dernières années qu'on a pu vivre. Auxence, encore un top à nous citer. Le coach Montagnier, le meilleur entraîneur de Ligue de cette saison, avec une simple question: que peut-on reprocher à un entraîneur défait seulement 5 fois en Ligue 2? Ne pas avoir titularisé Begraoui plus souvent. Non, moi je trouve que Montagnier a sa part de responsabilité dans ce succès, et on l'a cité plusieurs fois dans cette émission. Contrairement à Garand de l'année dernière qui a mis des bases, il ne faut pas oublier le travail qu'il a fait. Garand, il a mis des bases. Montagnier a sublimé tout ça, et surtout il a gagné des matchs tactiquement plusieurs fois. Et l'année dernière, des matchs qu'on perdait, cette année on faisait des matchs nuls. La période de mou qu'on a en novembre, décembre, là où on gagne un peu moins avant de mettre le 6-0 face à Auxerre, on ne gagnait pas, mais on ne perdait pas. Et je trouve que c'est super important dans une dynamique, et il a su garder ses joueurs concernés jusqu'à la fin, et c'est un grand artisan de cette victoire, et tous les mecs qui ont pu douter de lui, je trouve ça dur, parce que oui, il a eu des passages compliqués au Standard, à Lens, ou même à Rennes. Après, il y en a qui nous parlent de la Sociedad, mais comme il le dit si bien, de toute façon, des bons moments dans une vie d'entraîneur, il y en a très peu. Il y en a plus des mauvais. Et là, cette année, je pense qu'il a vécu peut-être l'un des meilleurs moments de sa carrière. Il était un petit peu décrié parce qu'il avait peut-être une image casanovesque, on va dire, avec un joueur qui fait peu de... il se met pas souvent, on va dire, en avant. Il fait pas de déclaration, on va dire... comme peut le faire aussi un peu, je sais pas, Garand qu'on avait eu avant. Donc il était un peu Duprat. Il était un peu attendu, un peu voilà, les gens doutaient un petit peu. Et puis bon, certes, il a bénéficié du bon travail
il a surfé aussi sous ce qu'avait instauré Garand, mais il a apporté sa patte tactique, je trouve. Il a sublimé des joueurs, à l'image d'un Van Den Boomen aussi, qu'il a réussi à replacer et à trouver au meilleur poste. Donc oui, il y est pour beaucoup dans cette montée aussi. Et pour avoir eu des infos d'un proche qui le connaît, ce que disait le coach, c'est que surtout il comptait sur un groupe qui faisait les efforts pour chacun. Et il avait été surtout marqué par ça cette saison, c'est que tout le monde faisait les efforts pour tout le monde, à une image peut-être je vais partir dans des métaphores, mais d'un Liverpool où des mecs font le taf pour tout le monde. Et Montagnier, il a vu ça aussi dans ce groupe, et c'est pour ça qu'on allait chercher, qu'on a déplacé des montagnes toute la saison. Il continuera l'année prochaine, il a un contrat de 2 ans, donc il sera confirmé, donc le projet de jeu continue avec Philippe Montagnier. Donc écoutez, c'est une bonne nouvelle, non ? Ah oui. C'est bien qu'il y ait une cohérence aussi qui reste avec un joueur, un entraîneur qui a instauré des bases, même si l'effectif, je pense, sera amené à évoluer d'ici la reprise en août. Mais il a ses idées tactiques, il a mis en place des choses. Et c'est encourageant de se dire qu'on a quand même une base solide avec l'entraîneur. Voilà, c'est quand même le socle d'un club et d'une équipe. Donc à voir sur les joueurs qui lui seront proposés, à voir qu'est-ce qu'il va mettre en place aussi à l'intersaison. Mais voilà, je trouve ça encourageant. Et puis, je crois qu'il y a un barbecue qui est prévu le prochain. Je pense que ça peut être pérenne de partir avec un entraîneur comme ça aussi. On peut espérer peut-être faire quelques saisons avec lui, qui mette en place un vrai projet avec le club aussi. Donc voilà, je suis assez satisfait qu'il soit maintenu, et puis à voir comment ça se passera en Ligue 1 du coup. Dès qu'il va faire 3 défaites, on va voir les mecs qui vont retourner leur veste. Ouais, je suis assez d'accord, c'est quand même important d'avoir cette continuité-là, en tout cas au moins au niveau de l'entraîneur. Comme tu disais, il a mis quand même un an à mettre des choses en place. Si déjà avoir des joueurs nouveaux qu'il va falloir intégrer dans ce système-là, si en plus tu prends des nouveaux coachs, des nouveaux joueurs, un nouveau système, ça fait quand même beaucoup de choses, surtout avec l'objectif qui est de bien figurer dans cette Ligue 1-là. Donc c'est important. Et puis un entraîneur de second souffle aussi qui avait besoin de prendre un nouveau départ après comme on l'a dit tout à l'heure, pas des passages ratés à Lens, au Standard. Donc pour lui aussi c'est une revanche, et puis il part sous cette dynamique où il a quand même fait la meilleure saison, je pense, de sa carrière, au point de vue comptable, au point de vue au niveau du jeu qu'il a voulu mettre en place. Donc voilà, c'est hyper enthousiasmant de se dire qu'il va amener cette équipe. Il y a Fred en commentaire qui dit quelque chose d'intéressant par rapport justement à cette petite comparaison avec Garand, c'est qu'il a eu les joueurs qu'il souhaitait dès le départ de la saison, la différence de Garand, qui a quand même eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés au fil de l'eau, et surtout en fin de saison. Avant qu'on passe au flop qu'Auxence nous a donné, est-ce que vous avez d'autres tops, vous, de votre côté? Moi j'en ai un même qui est oublié dans l'équipe type de Ligue 1, c'est Spearings, quoi. Ouais, de ouf. C'est le genre de joueur de l'ombre en fait qui passe un peu au second plan, mais qui est dans une équipe, en fait, c'est un stabilisateur, quoi. Si Van Den Boomen était aussi bon, c'est parce qu'il avait Spearings à côté. D'ailleurs, Van Den Boomen l'a dit aussi. Mais voilà, c'est un mec qui va te faire les efforts derrière, qui aura toujours la bonne passe, qui aura toujours qui va apporter cet équilibre au milieu. Donc je trouve ça un peu dommage en fait qu'on le relègue au second plan, parce que je trouve qu'il a une importance dans cet effectif qui est immense, quoi. C'est lui qui te donne tout l'équilibre du système. Ouais, je pense aussi à Michael Dessler qui n'est pas dans l'équipe type de Ligue 2, alors que pourtant il aurait largement mérité d'y être. Mais voilà. Si, il y est, Dessler dans l'équipe type. Dans l'équipe type, t'es sûr? Oui. Si, il y est. T'es sûr? Je vais aller voir. Certain. Sûr et certain. Non, mais Rivelba qui ne pouvait pas tout faire, non, il n'avait pas je vu. sais que dans une équipe type il n'y a pas été. Oui, ça, dans l'équipe type des data, peut-être, ne bouge pas quoi. Je vais aller voir. Dans les trophées NFP, il y était. Spearings, ouais, moi je te rejoins totalement. Alex, toi, Spearings? Homme de l'ombre, De mais ouf. terriblement important dans l'équipe de cette saison. On avait fait une comparaison, je sais pas si vous vous rappelez, statistique avec Spearings et Van Den Boomen. Et il y avait une stat moi, qui m'avait marqué, c'est le nombre de ballons qu'il récupère dans la surface, pas dans la surface, dans le camp adverse. Genre il était à un taux de genre 60 ou 70%. Enfin c'est énorme. Le mec en fait, sur le premier pressing, c'est lui qui est là et qui récupère ses premiers ballons. Alors, Van Den Boomen était à la dernière passe, mais l'avant-dernière passe c'était souvent aussi souvent lui. Et c'est vrai que c'est un peu le grand oublié de toutes ces récompenses individuelles. C'est un peu le rôle de tous ces joueurs-là. Hein. C'est 6, c'est 8 qui font le boulot pour les autres. Et dans toutes les équipes, tu as toujours le mec qui va faire le match comme ça. On passe à Kanté, par exemple. Bon, je ne compare pas Spearings à Kanté, mais c'est le genre de joueur qui a une débauche d'énergie énorme, qui fait toujours tous les efforts et qui n'est pas souvent mis le plus en avant à la fin des matchs, quoi. C'est pas celui qu'on voit en premier quand il est là. Par contre, dès qu'il est absent, on se rend compte qu'il y a un énorme vide. De ouf. D'ailleurs, quand il n'a pas été là, c'était plus... Un petit creux.
plus compliqué. Du coup, Dessler aussi, la mobilette, hein, Dessler, on a eu Machado l'année dernière, on a eu Dessler cette année. Je sais pas, c'est l'impression que il était peut-être plus régulier. Machado, il avait plus de coups d'éclat, mais Dessler, voilà, il a pas fait non plus trop de vagues. Hein. Il a fait sa saison 38 fois titulaire. Oui, 38 fois titulaire, et puis à chaque fois, je veux dire, il est toujours au top, quoi. Enfin, je veux dire. En fait, saison où c'est comme Ngoumou sur le côté droit, on a vu d'ailleurs que ça combinait un peu moins bien le côté droit, donc il était un peu plus fatigué. Mais non, il fait toujours sa saison. Enfin, je veux dire, il apporte de la stabilité. Il a pas un match où il passe totalement au travers. On l'a senti vraiment patron, et moi, ça me rassurait de débuter une saison avec un arrière droit comme lui, parce que je pense que lui, il a clairement le niveau Ligue 1 aussi. Ouais, non, alors là, du coup, je suis en train de regarder. Effectivement, il y est, donc désolé, erreur de ma part. Mais je me souviens que dans une équipe type, il était pas, pardon, donc j'irai voir plus tard. Mais ouais, pour rester sur Dessler, on le vire, hein. C'est bon, on le dégage. Pour rester sur Dessler, avec Rissilé, Branco van den Boomen, tous les joueurs exceptionnels qu'on a eu cette saison, je trouve qu'il est pas assez reconnu, lui aussi, un peu comme Spearings. Et pour moi personnellement, et pourtant je suis absolument pas défenseur, et même les défenseurs, ça fait pas forcément trop rêver. Ouais, mais dans le football moderne, les latéraux sont ultra importants. Voilà. Et sont rares. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas la même portée qu'un milieu central ou un attaquant en pointe, voire même un gardien. Et pour moi, Michael Dessler, cette année, c'est vraiment mon chouchou. Parce que je le trouve. C'est parce qu'il rentre à vélo, ça. Aussi. Non, mais il a une mentalité irréprochable. Il a une régularité qui m'impressionne. Et c'est vraiment le genre de joueur que j'adore. J'espère qu'il va rester très longtemps. Et pour lui, c'est vraiment une super pioche, quoi. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup aussi, on va dire sur l'image qu'il dégage. Après, il y a le joueur, le talent, mais c'est vrai que l'image qu'il dégage et une simplicité aussi. Le genre de gars qui est vraiment accessible, gentil. Puis, je sais pas, il y a des gens, tu vois, quand ils jouent au foot, juste ils font plaisir. Et lui, ça se voit qu'il s'amuse un peu, comme justement Nicolas Hyssen en défense. C'est les deux vraiment que, tu vois, mais ils prennent un kiff énorme sur le terrain autant que nous à les regarder. Donc, c'est plaisant, quoi. On partage vraiment la passion du foot. Il n'y a pas cette distance que tu peux avoir avec certains joueurs où c'est un métier, même si c'est une passion, mais eux, tu vois vraiment qu'ils vivent l'instant et que ça faisait plaisir de les voir jouer, surtout performer. Alex, on a cité plein. Est-ce que toi, tu as un autre qui t'a marqué ou pas Le collectif a été tellement fort dans son ensemble que c'est vrai que c'est difficile aussi de détacher tel ou tel joueur. Mais ouais, on a une équipe très très solide. Hein. C'est pas pour rien qu'on finit champion avec autant de buts marqués, aussi peu de buts encaissés. Donc félicitations à toute l'équipe, vraiment. On a vraiment eu une équipe qui a avancé ensemble. Ouais, c'est vrai qu'on a vécu quand même une belle saison. Je suis pas sûr qu'on en revive des aussi belles. Enfin, si, j'espère, mais en tout cas, une aussi belle comme ça. Voilà, c'est ce que je disais à Vincent Elliott quand on était en voiture avant d'arriver. C'est que je pense qu'on se rend pas compte à quel point cette saison elle a été exceptionnelle. Ouais, record de points, record de buts, record je sais plus quoi. Record de bière pour Camille en tribune. J'ai loupé pas mal de buts adverses. Le PFC, je l'ai pas vu, et Nîmes, je l'ai pas vu. C'est vrai, j'avoue. Non, mais au-delà de ça, tout l'engouement qu'il y a eu derrière, même le titre de champion. Faut pas oublier qu'on est le TFC et qu'on a un palmarès qui est tout petit. Et d'avoir vécu ça en direct, c'est incroyable. Je le répète pour la 55e fois, mais avec Elliott, on a 17 et 18 ans. On n'avait jamais vu ça, tout simplement. Donc, ah oui, vous avez connu le... Non, mais voilà. La merde. Je le répète sans arrêt pareil, mais on a vraiment vécu les matchs dans le froid, les 1-0 contre Reims avec des glissades de Rogel, des matchs vraiment pourris où il fallait vraiment s'accrocher pour rester au stadium. Et là, je suis à un point où je suis blasé de voir des envahissements de terrain, quoi. Donc, on va lyncher en dehors, vous inquiétez pas. Tu vas rentrer à pied, toi. Petite question sur un commentaire, c'est Fred qui nous dit on oublie Ratao. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, belle question. C'est entre les tops et les flops, c'est ça? C'est réagir. Le flopiné, le traditionnel flopiné. Pas flopiné. Non, mais je rigolais. Non, mais il fait une. C'est le meilleur joueur, je crois, et le ratio de minutes jouées, de buts, je crois. Ouais, je crois. 12 buts, les mecs, quand même. Ah oui, mine de rien. Il a été recruté pour être décisif et il a été bon là où on l'attendait. Très efficace, très un peu fantasque parce qu'il a ses dribbles, ses machins, etc. Donc ce côté brésilien qui fait lever des foules, etc. Mais moi je vais quand même rester sur ma position. Sur certains matchs, il passe beaucoup trop au travers. Sur certains replis, des fois c'était un peu plus compliqué. Mais, je dis bien mais, ça c'était au début. Et il y a quand même une belle évolution sur le fil de la saison. Et on peut pas dire que c'est un flop. Je le mets pas dans les tops non plus, mais
c'est l'outsider, quoi. Il c'est le super sub, il est juste qui derrière. va Ouais, voilà. débloquer un match parce que tu sais qu'avec sa folie, sa grinta, même si c'est un peu décrié, tu sais qu'il va pouvoir te sortir le geste qu'il faut, il était efficace. T'enflammer un match quand c'est surtout il était efficace. c'est verrouillé, donc et efficace aussi, c'est ce qu'on demande aux joueurs. Hein, 12 buts, c'est énorme. Enfin, on a tendance à minimiser, mais des fois, nos meilleurs buteurs en Ligue 1, ils avaient 5 buts. Quoi. Lui, il en avait 12. Donc mais pareil pour Ado, tu regardes quand même les deux. Au final, c'est quand même deux joueurs qui découvrent un nouveau foot, une nouvelle culture. On se rappelle quand même de joueurs il y a quelques années qui arrivaient en France, sur le continent européen, qui soit ne marchaient jamais, soit mettaient des années. Eux, il leur aura fallu quelques semaines ou quelques mois seulement. C'est énorme. Ado, moi c'est un peu mon chouchou, je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup aimé Ado, mais c'est surtout qu'Ado et comme Dessler, ils ont fait 2 saisons, enfin 1 saison et demie en fait, parce ils ont dans la continuité de leur ancien championnat, donc c'était un peu plus long, merci, un peu plus long pour eux, mais Ado a été, moi je trouve un peu comme Ratao, je peux pas le mettre en top non plus, mais encourageant. C'est des mecs que tu as envie de revoir, que tu te dis ça peut passer un cap, ça peut faire quelque chose. Après Ado, un peu plus faible peut-être techniquement que Ratao, mais dans son intelligence de jeu, de déplacement, je l'ai trouvé tellement intéressant. Alors du coup, moins complémentaire et qu'il est que ce que je pensais au départ, mais qui peut être une vraie alternative à Ilé quand il a un coup de moins bien aussi. Mais moi je pense au but qu'il met contre Niort, le but de la montée avec le déplacement qu'il fait, la course, la tête qu'il va mettre, enfin c'est un vrai but d'attaquant aussi. C'est des choses différentes, tu vois, de Ilé, un profil assez différent. Quand je disais que Ilé, c'était un peu le mec de surface qui attendait les ballons, lui dans ses déplacements je le trouve un peu plus intéressant que il est Ado. Il apporte beaucoup plus de profondeur, puis même il a une super mentalité, il joue pour les autres, il est je trouve encourageant et j'aimerais vraiment voir ce que ça peut donner en Ligue 1. 4 buteurs à plus de 10 buts. Ça, c'est quand même pas mal aussi, si je dis pas de bêtises, c'est Van Den Boomen, il est Ratao et Ado. Il y a que Ngoumou qui arrive à 8. Bon messieurs, je pense qu'on a fait un peu le tour. Rapidement les flops, tes flops mais rapides. J'en ai mis 2, Cléris Herbert, parce que il a traversé la saison comme un fantôme. Est-ce que c'est la mentalité, est-ce que c'est le niveau? On ne sait pas, je pense qu'on ne saura jamais, mais un an après, difficile de comprendre l'intérêt de ce recrutement quand même. Alors certes, c'était pas un coût très cher, mais pourquoi il arrive avec Montagnier ou il arrive avec Garande? Je sais plus. Il était pré-signé en janvier quand Garande. D'accord. Il avait été prêté jusqu'à la fin de la saison, je crois. Il était sous Garande. Après, ça arrive, des joueurs malheureusement qui rentrent dans le schéma d'un coach, mais pas dans le suivant et qui n'a pas su s'adapter. Après, on espère pour lui qu'il pourra se relancer avec ou sans nous, à voir ce que compte faire le TFC. Après, peut-être, oui, ils auraient peut-être eu l'occasion de le faire partir avant s'ils ne voulaient pas le garder. Donc, peut-être que j'imagine qu'ils ont une solution pour lui. Je sais pas du tout. Vraiment incapable de te dire quoi que ce soit. Je m'attendais pas à grand chose, donc je suis pas forcément déçu. non, mais c'est pas méchant, mais c'est juste que je m'attendais pas forcément. J'avais pas mis beaucoup d'espérance, on va dire, sur une saison de Cerbère, donc je pas forcément un flop aussi. On aurait peut-être aimé le voir plus, oui, certes. Après, si on l'a pas vu, c'est qu'il a pas le niveau. Mais voilà, je pas forcément de déception, quoi. Et bon, mon deuxième flop, je vous vois rigoler, vous avez compris de qui il s'agit. Yanis Begraoui. Donc bon, je crois que ça dire Elliot. Pas seulement, mais non, au-delà de ses 20 ans, il arrivait quand même avec un statut, un calibre pour s'intégrer dans la rotation offensive de Toulouse. Il arrivait quand même d'Auxerre où les supporters en avaient dit quand même du bien. Ouais, du bien quand même. Et bon, vous avez vu comme moi, ça a été quand même très compliqué tout au long de la saison. Donc, est-ce que c'est un gros manque de confiance? Est-ce que c'est peut-être un manque de niveau? Je sais pas, mais je pense qu'on a juste trop fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un énorme hype autour de lui. C'était un gros. C'était vraiment limite la recrue phare de l'été. C'était celui qu'on le parle. Parce que c'était pas dans l'été, plein cœur de l'été, c'était le premier coup de mercato, donc on en parlait beaucoup. Surtout. Il venait d'un concurrent direct à la montée qui était Auxerre, donc il y a eu beaucoup, et surtout dans suite à différents problèmes. Donc il y a eu un gros battage médiatique autour de lui, et on lui a pas laissé le temps. Si ça avait été un joueur un peu discret, on va dire, on aurait laissé le temps peut-être à la Fleming ou quoi, notre type de recrue, on va dire. Je pense qu'il aurait peut-être eu plus sa chance, ou on n'aurait pas été aussi... on n'aurait pas attendu autant. On ne serait pas autant agacé sur lui,
Et on lui aurait laissé faire son chemin, je pense. Ouais, mais après, il est quand même jeune, il a encore le temps. Mais sur cette saison, il a quand même eu plusieurs possibilités. Il a quand même été. Ouais, mais c'est des rentrées à chaque fois. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a jamais fait une entrée vraiment marquante où il a quand même été toujours globalement décevant. Et là, quand tu es attaquant et que tu termines avec 0 but, après, c'est quand même. Faut voir la concurrence aussi. T'as 4 joueurs qui sont à plus de 10 buts. T'as Ngoumou aussi qui a été souvent décisif. C'est compliqué d'exister à côté. Au bout d'un moment, tu mets 80 buts dans la saison, c'est compliqué d'en mettre plus aussi. Ça, et puis il a pas eu de. C'était souvent des dernières minutes aussi, des 10 minutes, 8 minutes. Enfin, c'était pas non plus beaucoup de temps de jeu. Moi, je pense que ce mec, il a été recruté parce qu'il a un fort potentiel, il était libre et il va marquer 3-4 buts l'année prochaine. Ouais. Comment ? Il est jeune. Oui, il est jeune, voilà, il va faire peut-être une moitié de saison qui vaudra, il partira et voilà, c'est pas, on l'a pas recruté pour que ce soit l'attaquant phare du TEF. Il a un axe de progression, il va sûrement progresser et on lui souhaite, hein. Il peut pas régresser de toute manière à 20 ans. Donc voilà, puis en plus il craque des fumiers au Capitole, alors on peut l'apprécier. Il fait sonner l'alarme. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, c'est bon pour les tops et les flops. Ouais, merci. Je pense qu'on a fait le tour. Messieurs, une petite question pour vous. Votre meilleur souvenir de cette saison, c'était quoi ? Ah, j'hésite. J'hésite match de la montée ou match du titre, parce que les deux étaient quand même pour l'émotion. C'est lequel où t'as bouffé la pelouse ? Le titre. Pour l'émotion et la spontanéité, je vais dire le match de Niort, le match de la montée, parce que c'était plus, on a discuté beaucoup entre nous, plus spontané, l'envahissement aussi, le côté un peu inattendu. Champion, on savait qu'on l'était. Là, la montée, on l'attendait tellement que c'était, fallait aller la chercher. Donc je vais te dire le match de Niort. Ouais. Moi, j'étais pas là pour Niort, donc malheureusement, j'ai raté ça. Donc, je vais dire le match contre Nîmes parce que, bon, certes, c'était un peu plus attendu. Il y a quand même eu une grosse fête derrière. Et puis, bon, ça peut paraître stupide, mais rien que le fait de fouler la pelouse du stadium, de tourner la tête et de voir tous les gradins autour et de se mettre à la place des joueurs, c'est waouh, quand même. Et la pelouse est confortable. Exactement. Genre vraiment. Moi, c'est le premier match où il y a vraiment du monde au stadium. C'était lequel ? Je me rappelle plus. C'était Sochaux. Non, c'est Sochaux, c'est ça, Sochaux. Ouais, celui-là, ça m'a vraiment fait quelque chose parce que du coup, c'était quand même l'après-Covid où ça m'a moment quand t'es pas allé au stade, on sait pas comment on repartait. On restait aussi sur l'atmosphère de on loupe la montée pour pas grand-chose. C'était pas Sochaux alors. Les accueils de bus. Si, c'est ça, septembre. Si, le premier où j'arrive les bâches, on remplit le virage. Ouais. Ah ouais. Moi, c'est la meilleure ambiance de la saison. C'était quelque chose. Le Sochaux en virage. De retrouver ces émotions, de voir autant de monde pour le TEF. Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas autant de monde pour le TEF aussi au final. Donc ça m'a vraiment fait quelque chose. Puis après, Niort aussi, quoi. C'est l'aboutissement, quoi. Tu craques. Ce coup, c'est final, t'as tout qui retombe. Tu craques quoi ? Rien, j'ai pas le droit. Mais puis j'avais pas, sûrement. Toi, Alex, ton meilleur moment de la saison ? Meilleur souvenir ? C'est compliqué d'en garder un seul. Je pense que la meilleure ambiance, de mon point de vue, en tout cas en tribune, ça a été Niort. Après, il y a eu Nîmes où forcément tu avais un ensemble de trucs, où tu avais le cortège, l'accueil de bus, la fête aussi après. Mais moi, je pense que je vais garder le déplacement à Auxerre, parce que c'est un déplacement où tu arrives, tu fais un très gros parquage là-bas, et où j'ai été impressionné vraiment par l'ambiance, où on était 300 ou 400 en parquage. J'avais du mal à arrêter les chants tellement vraiment tout le monde était là, tout le monde chantait continuellement. Moi j'avais juste à lancer les chants au mégaphone et j'avais rien besoin de faire d'autre. Celui-là il m'a vraiment impressionné. Après il y a eu aussi beaucoup d'ambiance à domicile, c'est vraiment compliqué de démarquer un seul moment sur l'ensemble de la saison, tant la saison a été énorme aussi en tribune. Moi j'aurais dit Sochaux, tu vois, pour t'avoir vu sur le 3e but et le 4e but d'Ilé, te prendre la tête et te dire oh putain, encore lui. J'ai vraiment cette image de toi où il marque, où tu fais wow, mais non. Et tu nous regardes, le virage, tu fais bon, vous savez ce qui va vous attendre. Et là, lui, il est on fire qui est lancé. Et je te rejoins, moi, Vincent, je pense que ça faisait au moins 10 ans que j'avais pas vécu une aussi grosse ambiance parce qu'on n'était pas forcément plein comme au PFC ou Niort ou Nîmes ou d'autres matchs, mais il y avait vraiment, je crois que c'était 17 000 ou 18 000 Toulousains, mais t'avais tout le virage qui était on fire. L'ensemble de la saison aussi, je pense qu'il y a eu aussi une prise de conscience en fait de la part de tous les supporters toulousains de se dire en fait si on s'y met tous, on est capable de faire un gros truc en tribune et de compter parmi les meilleures ambiances de France, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui venaient au stadium de longue date, mais qui venaient pas forcément chanter, qui restaient assis dans leur coin, tout ça, qui osaient pas trop et qui maintenant loupent pas un match et viennent chanter, viennent lâcher leur voix en virage et c'est une grosse victoire cette saison, quoi. Ouais, il y a tout le monde plus de monde debout déjà. Et puis le fait qu'ils enlèvent les bâches, aussi que le club ait joué son rôle entre guillemets, parce qu'ils auraient pu dire non, on garde les bâches, etc. Là pour le coup
ils ont aussi joué leur rôle et ça fait quand même Ils ont compris plaisir. que c'était tout l'intérêt du club d'avoir une grosse tribune qui pousse derrière l'équipe. Ah bah ça, c'est sûr, oui. Ouais, j'ai une réaction, un commentaire justement par rapport aussi à ce côté engouement grandissant dans le virage. C'est Serkin qui nous dit ce commentaire. Donc merci au virage, car avec mon fils de 10 ans, il n'a jamais été en danger, même avec des mammouths sous nos pieds. Pas eu de danger sur les bagarres ou autres. Et en plus, douche gratuite à la bière au top. Et non, c'est ça aussi, ce côté-là. Elle disait un peu plus haut, c'est que dès qu'elle a sa paye, elle prend son abonnement pour elle et son fils l'année prochaine. Donc il y a aussi y a ce nouveau public touché. Plein de gens qui viennent nous remercier à la fin des matchs, qui viennent nous voir avec leur enfant, nous dire ouais, merci, ils sont régalés et tout, on reviendra. Et il y a plein de gens qui viennent en famille. Et je pense que le virage Brice est enfin devenu en fait la tribune qu'on a toujours voulu avoir. Une vraie tribune populaire où les gens viennent en famille, où les gens viennent chanter, viennent supporter le club et un vrai plus pour le club et pour l'équipe sur le terrain. Ouais, puis c'est vrai qu'on l'a toujours dit de toute manière. Il y a d'autres tribunes qu'on peut voir en Ligue 1, etc., où il y a des incidents, des trucs, mais nous à Toulouse, on n'a pas ça, et même toi, je trouve, et on te l'a déjà dit, mais tu joues aussi ton rôle à chaque fois que ça commence un peu à machiner, où tu leur dis à tout le monde de s'apaiser, de se la fermer, de revenir, ou quand il y a des chants à la con, où tu vas dire d'arrêter, etc. C'est con, mais ça régule, et tu as certains parents aussi qui voient ça, et du coup, c'est pour ça qu'ils prennent confiance, qui ramènent leurs enfants, et il n'y a rien de mieux que de voir certains gamins, enfin, plusieurs fois en fin de saison, là, on a vu des gamins sortir du virage, mais avec des yeux, genre. Tu sais, ils chantent à tue-tête, les gosses, c'est des souvenirs pour eux, c'est leur premier souvenir et ce sera des gens qu'on aura peut-être plus tard. Ça supporters à vie. Ouais, de ouf. Et ça c'est quand même génial. J'ai une petite question à te poser quand même, Alex, avant qu'on termine l'émission. Je suis pas sûr qu'on ait le temps de faire le quiz, mais on verra. J'ai eu des débats avec certaines personnes qui m'ont dit que, en fait, par rapport aux chants que tu lançais, des fois que c'était pas des chants assez supporters. Alors, la question est très vague et très large. La réponse que j'ai donnée à chaque fois, c'est que que tu t'adressais à ceux qui venaient dans le virage et à tout le monde, et qu'on n'était pas forcément au stade toulousain entre guillemets avec des chants qui peut être fait pour tout le monde. Mais toi, qu'est-ce que tu as à leur répondre? Des chants supporters déjà. Alors des chants tous les chants qu'on chante, c'est pour supporter. Oui, non, mais voilà, mais c'est des trucs genre plus où tout le stade peut reprendre, des genre. justement, je pense que cette saison, on n'a pas arrêté sur certains matchs d'essayer de mettre tout le stadium à contribution, de faire lever tout le monde, et justement de lancer des chants grand public. Après, forcément, on peut pas tourner qu'entre 2 et 3 chants. Il faut un peu varier les chants, varier le répertoire. Et si les gens ils connaissent pas les chants, à eux de revenir à chaque match au stadium et de les apprendre petit à petit, et comme ça ils pourront tous les chanter. Et est-ce que alors ça c'est une autre question. On m'a aussi dit, mais pourquoi ils feraient pas un répertoire avec les paroles? Est-ce que tu leur expliques que voilà, c'est pas une chorale et que ça coûte cher aussi? Mais c'est vrai, après on s'était dit peut-être d'essayer de faire quelque chose ou même sur internet, peut-être avec les violets ou quoi, de faire peut-être une liste avec les chants, avec les paroles. Tu te rappelles du We Love You qui a été abandonné peut-être par rapport à vos accents anglais? L'anglo-occitan, ça passe pas trop. Le We Love You, je m'en souviens, les premiers temps, on avait eu les paroles. Trop compliqué chez nous. Pas assez bilingue. Mais ouais, mais écoute, ça peut être une idée aussi de faire un petit répertoire, ça pourrait être drôle. Bon, en tout cas, merci voilà pour les réponses. Messieurs, il reste 2 minutes, on va peut-être pas lancer le quiz. On peut lancer un chant. On peut craquer un fumier ou pas? Mais non, mais tu peux surtout demander à Alex des conseils pour la tribune PMR. On verra ça en off. On va voir comment animer une tribune. Je suis à hauteur capot, je suis juste devant. En plus, ça va, tu rentres tranquille, mon gars. T'en rentres 50 facile. Bon, il va nous rester quelques minutes. Est-ce que tu as des dernières réactions, peut-être, Vincent, avant qu'on clôture cette émission? Globalement, de manière générale, les réactions qu'on a sur les réseaux, c'est toujours les mêmes. C'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, des remerciements auprès des Indians, auprès des supporters sur. Après, merci aussi à tous les gens qui viennent au stadium, qui suivent nos chants, qui se prennent au jeu aussi. C'est grâce à tout le monde si on a la tribune qu'on a aujourd'hui, à tous ceux qui participent. Et abonnez-vous, venez la saison prochaine, et comme ça on pourra continuer à chanter la saison prochaine, qu'on est la meilleure tribune du championnat. C'est l'objectif. Ça, j'espère aussi. Dans les abonnements, on vous retrouve, on va pas repartager nous sur le Facebook Live comment on s'abonne avec toutes les démarches à faire auprès des Indians, parce qu'on l'a répété tout à l'heure en début d'émission, mais l'adhésion 20 € sert à financer tous les tifos, et le dernier tifo, comme tu l'as souligné tout à l'heure, c'était 3 000 €. Donc l'importance d'adhérer, de mettre 20 balles. Ensuite, le tournoi des Indians, le 12 juin. Le 12 juin.
Venez taper le ballon avec nous au stadium, ça sera cool, ça sera une belle journée. Puis si vous n'êtes pas des grands sportifs, n'hésitez pas à passer, venir boire un coup à la buvette. On vous accueillera avec plaisir. En tout cas, merci pour ces infos, Alex. Merci d'être passé encore une fois. Merci Nathan d'avoir participé. Merci Oxens, Vincent. On retrouve l'émission dès demain. Ouais, dès demain sur les réseaux avec le petit oubli du début. Oui, on s'excuse encore, on vous remettra tout ça sur les replays. Merci Oxens. Il va faire un doublage gênant, je pense. Elliot. Merci Elliot, pardon aussi à la technique. Et révisez bien votre bac, messieurs. On se dit nous à la semaine prochaine avec normalement l'invité de la production d'Ulysse, enfin les 2 premiers épisodes. On aura le réalisateur des 2 premiers épisodes de la série Ulysse Ultraviolet. Allez, passez une très belle semaine et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.